Salut les pingouins! Salut! Aujourd'hui on vous retrouve pour faire un bilan de tous les choix techniques qu'on a fait pendant le gros œuvre de la construction de la maison. Et puis on va vous parler un peu aussi des erreurs qu'on a fait et du retour d'expérience qu'on peut avoir par rapport à tout ce qui est technique concernant l'ossature bois. Il y a des thèmes qui seront communs avec les maisons pas en ossature bois, mais quand même il y a beaucoup de choses qui concerneront les meubles. Comme pour les autres bilans, ça va être une vidéo qui est un petit peu longue, donc n'hésitez pas à juste l'écouter ou à la regarder en plusieurs fois. On vous mettra un sommaire en description avec les grandes étapes de la vidéo, comme ça vous n'êtes pas obligé de la regarder d'un seul coup. Et un truc important, si vous voulez vraiment avoir le maximum d'informations sur les différentes techniques, c'est d'aller voir pour chaque vidéo qu'on a fait les commentaires des gens qui ont commenté sous notre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. On va en reprendre une certaine partie dans cette vidéo, mais voilà, on va pas pouvoir tout reprendre. Donc si vous cherchez des trucs précis sur certains points, n'hésitez pas à aller lire les commentaires des vidéos. Il y a plein d'abonnés qui laissent des commentaires hyper intéressants. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires, nous ça nous aide beaucoup et ça aide aussi beaucoup tous ceux qui regardent nos vidéos, donc merci et n'hésitez pas à continuer comme ça. Le premier choix technique qu'on a envie de vous expliquer, c'est pourquoi on a choisi de faire une maison en ossature bois. On aurait très bien pu partir sur une maison plus traditionnelle en parpaing et en béton. Mais on a choisi le bois déjà principalement pour une raison écologique, parce que la plupart des matériaux d'une ossature bois ont un impact environnemental assez faible. Ça c'était un truc qui nous tenait à cœur. Et aussi parce qu'on a envie que notre maison soit saine et d'avoir des matériaux sains pour la construction. Ça nous permet après d'avoir une vie plus saine à l'intérieur aussi, vu qu'on va y vivre toute notre vie normalement. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus justement sur les matériaux qu'on a choisis, pourquoi on les a choisis, on a une vidéo bilan qui est dédiée à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à aller la voir. En plus, au niveau de la technique des maisons en ossature bois, c'est des techniques qui sont utilisées depuis très longtemps chez les Américains, chez les Allemands notamment. Donc il y a beaucoup de retours d'expérience, il y a des documentations techniques qui sont établies, on peut suivre des trucs techniques très précis pour être sûr de pas se planter. Bon, on fait quand même des erreurs en tant qu'autoconstructeur, mais ça reste des technicités assez faciles à appréhender et on peut trouver beaucoup d'informations sur ce sujet. Ce qui nous a aussi tout de suite séduit sur les maisons d'ossature bois, c'est les performances énergétiques. Nous on trouve ça super important d'avoir une maison très bien isolée, qui garde bien la chaleur et aussi en été qui conserve la fraîcheur de la nuit, et donc qui est une maison qui soit agréable à vivre au quotidien. Surtout que nous on est freelance, donc on travaille la plupart du temps depuis chez nous, donc ça veut dire qu'on est quasi H24 dans la maison. C'est aussi pour ça que c'était important pour nous d'avoir des bonnes conditions de vie quotidienne. Maintenant que vous savez pourquoi on a choisi la technique principale de l'ossature bois, on va regarder un petit peu plus en détail tous les choix techniques un peu particuliers qu'on a fait sur notre construction, et on va vous expliquer pourquoi on a fait ce choix là et pourquoi on n'a pas fait un autre choix. La toute première technique qu'on a utilisée sur le chantier, c'est l'utilisation des chaises de chantier pour faire l'implantation de la maison. Donc on a une vidéo qui est dédiée à ça. Pour toutes les techniques qu'on va vous dire, il y a une vidéo souvent sur le sujet, donc vous regarderez en description ou dans la barre d'infos, on vous mettra tous les liens qui vont bien. Et donc les chaises de chantier, c'est hyper précis pour pouvoir placer l'implantation de la maison et savoir exactement où faire nos fondations, comment tel élément va tomber, etc. On peut connaître à l'avance avec l'épaisseur des murs, savoir où sera réellement la partie habitable, etc. Et ça a été un truc un peu fastidieux à mettre en place, mais une fois que c'était mis en place, c'est vraiment hyper précis. On a pu couler nos plots de fondation hyper précisément et il n'y a vraiment pas eu de mauvaise surprise avec cette technique. Ouais, ça vaut vraiment le coup de passer un petit peu de temps à bien installer les chaises, les différentes ficelles et tout ça, parce qu'après c'est vraiment beaucoup de temps gagné sur plein d'étapes de la suite du chantier. Une fois qu'on avait les chaises, on a pu commencer les fondations elles-mêmes. Donc nous on avait choisi de faire des plots en béton. Pour ça, on a commencé de creuser la terre, donc on a fait 9 plots en béton, donc on a creusé 9 trous à la main. Maintenant, si c'était à faire, on le referait pas à la main, je pense. Ouais, c'était beaucoup de boulot. C'était une dizaine de jours, je crois, pour tout creuser, donc tout à la main. Nous, on a utilisé un perforateur parce qu'au bout des 40 premiers centimètres de terre, qui étaient assez facile à creuser, après c'est très dur et c'était impossible à faire à la pioche, donc il fallait le faire à la barre à mine. Et donc après, on l'a fait au perfo, ce qui nous a gagné beaucoup de temps. On savait pas du tout à l'avance sur quoi on allait tomber en dessous, donc ça c'était peut-être un peu une erreur. On aurait pu faire une étude de sol, donc là c'est des experts qui viennent avec des machines et qui sondent le sol sur plusieurs centimètres, voire plusieurs mètres pour savoir quel sol on a. Et voilà, ça permet de pouvoir faire après
des dimensionnements plus précis des fondations justement et de définir un peu mieux les fondations utilisées. Nous on l'a pas fait parce qu'on trouvait que c'était assez cher et qu'au final pour une petite maison comme nous ça valait plus le coup de surdimensionner nos plots en béton pour être sûr, même dans le cas où le sol était vraiment pourri, pas très dur et tout ça, que ça soit solide. Mais c'est vrai que pour une maison plus grande, ça peut être même intéressant économiquement de payer cette étude de sol, parce que du coup, on va peut-être par exemple pouvoir faire des plots plus petits, et du coup économiser du béton, et même du temps, économiser moins de trous à faire, etc. Et puis même dans tous les cas, faire une étude de sol, au moins on est tranquille, on sait à quoi s'attendre, et on sait que dans le temps, le sol va réagir de telle façon, etc. Mais c'est vrai que pour notre budget, c'était vraiment compliqué. Si on a choisi de faire des plans en béton, c'est parce qu'on a trouvé qu'il y avait pas mal d'avantages à faire cette technique-là. Déjà, le béton, c'est un matériau qui est pas très écologique, donc le fait de faire des plans en béton, ça limite beaucoup l'utilisation du béton, et ça nous plaisait. Il y a aussi le fait que du coup, on pouvait tout faire nous-mêmes, sans toupie, on pouvait faire le béton nous-mêmes, on pouvait même creuser les fondations, même si c'était fastidieux, on n'aurait pas pu le faire si on faisait une dalle par rapport à notre pente de sol, il aurait fallu creuser des mètres cubes et des mètres cubes, ça aurait pas été du tout possible pour nous. Ouais, alors que là, avec les plots en béton, il n'y avait pas de besoin de gros terrassements, donc pas besoin de grosses machines. Vraiment, à la main, c'était faisable, quoi. Et aussi des économies, du coup, plus que pas besoin de terrassement. En plus, au niveau des plots en béton, le gros avantage, c'est que c'est des constructions qui peuvent être parasismiques si les plots sont bien faits, parce que ça va avoir tendance à mieux se déformer s'il y a des tremblements de terre, par exemple, et du coup, à pas casser ou exploser, et à conserver sa solidité quand même. Et aussi, même dans le temps, vu que les plots sont tous séparés, ça permet de créer une certaine souplesse dans la structure et d'éviter d'avoir certaines déformations. Et ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est que du coup la maison est surélevée par rapport au sol, et donc on peut facilement se glisser dessous pour vérifier que la dalle est toujours saine, qu'il n'y a pas de souci d'humidité, etc. Et en plus, pendant le chantier, on a pu stocker tout notre bordel sous la maison sur le vide qui a été créé, donc on a pu mettre pas mal de chutes d'OSB, etc. pour les protéger un peu de la pluie. Même si c'est pas l'idéal de faire ça, parce qu'il vaut mieux laisser une bonne aération sous la dalle pour éviter tous ces problèmes d'humidité, mais nous on n'a pas abusé non plus. Par contre, l'inconvénient que ça soit surélevé, c'est que l'isolation va être moins bonne naturellement, parce qu'on va pas profiter des avantages de la terre, donc qui peut faire de l'inertie thermique par exemple, et qui est aussi une isolation naturelle. Et en plus, le gros inconvénient de pas avoir une dalle béton sur toute la partie de la maison, c'est qu'on perd une masse thermique importante, et du coup sur les maisons en bois, c'est souvent un peu le point faible, c'est qu'il n'y a pas d'éléments avec une masse thermique assez importante pour stocker la chaleur et la restituer doucement au fil de la journée en hiver par exemple. Et donc c'est vrai qu'avoir une dalle béton avec une maison en bois dessus, il y a cet avantage là de conserver la masse thermique de la dalle béton. Mais nous on a quand même préféré faire la dalle bois, et au final, on regrette pas, parce qu'on a fait d'autres choix pour pallier à cette problématique-là. Le fait que la dalle soit surélevée aussi à cause des plots, ça fait qu'en dessous, on va pouvoir avoir de l'herbe qui pousse, et donc ça, c'était une question qu'on s'était posée dès le départ du projet. Est-ce qu'on met une protection sous notre dalle et donc autour des plots pour protéger la pousse de l'herbe? Il y en a pas mal qui mettent une couche de géotextile puis du gravier dessous, justement pour éviter ce problème-là. Et on sait que tout le monde ne le fait pas, c'est pas obligatoire, et du coup, on a fait le choix de pas le faire. Au final, pour l'instant, on n'a pas l'impression que l'herbe pousse plus que ça. Comme on a tout le temps au moins 30 cm, l'herbe qui pousse, on va dire, sur les 20-30 premiers centimètres, on peut facilement l'enlever en passant un petit coup de tondeuse dessous. Et après, au milieu, ça pousse quasiment pas. Donc on verra dans le temps si ça pose problème ou pas, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas un souci. Et au pire, on galérera, mais on pourra toujours remettre un géotextile si on voit que c'est vraiment la jungle en dessous de la maison. Le but, c'est vraiment de garder la dalle bois bien aérée pour qu'elle reste dans un environnement bien sain. Une chose qu'on ferait différemment si on devait recommencer aujourd'hui, c'est l'ancrage de la dalle bois sur les plots en béton. Nous on avait utilisé des chevilles chimiques parce que ça nous permettait de faire le trou une fois que tous les plots étaient coulés et une fois que nos poutres maîtresses tout le tour de la dalle étaient fixées. Et ça nous laissait quand même pas mal de marge de sécurité. Si jamais on avait un peu foiré les calculs, un peu foiré l'implantation avec les chaises et tout ça, on pouvait rattraper facilement jusqu'à 4 cm on va dire. Et ça nous rassurait. Au final, grâce aux chaises et voilà, en étant un petit peu méticuleux, en faisant les choses bien, on a réussi à être vraiment pile poil comme on souhaitait. Donc on aurait pu directement mettre une tige filetée au moment de couler les plots dans les plots en béton, ça aurait été très solide. On aurait évité d'utiliser des chevilles chimiques qui n'étaient pas très agréables à utiliser, qui étaient chères, qui font beaucoup de déchets.
et on aurait une solidité équivalente, voire supérieure. Après, au niveau de la dalle bois, il y a pas mal de gens qui ont peur par rapport au fait que c'est une dalle qui est souple par rapport à une dalle béton, mais nous on n'a pas remarqué de problème de rebond quand on marche dessus. C'est vrai que quand quelqu'un saute sur la dalle bois et qu'on est à côté, on ressent les vibrations qu'on n'aurait pas sur une dalle béton, mais franchement on trouve que le sol est solide, on n'a pas l'impression que tout va s'écrouler quand on marche dessus. Et par rapport au choix de la dalle bois, on a dû isoler la dalle à l'intérieur directement quand on l'a construite, donc ça voulait dire qu'on avait de l'isolant qui était juste protégé par nos 22 mm d'OSB, de plancher. Donc on avait bien envie quand même de protéger la dalle tout au long du chantier pour pas que l'eau de pluie tombe directement dessus, stagne et finisse par pénétrer et aller mouiller notre OSB. C'était un peu notre grosse frayeur du chantier. Donc à partir du moment où on avait la dalle, on a commencé à bâcher tous les soirs le chantier. Donc on a eu une bâche du début de la dalle bois jusqu'à la fin de la charpente et même jusqu'au moment où on a posé le bardage. Ça c'est un choix qu'on a fait, tout le monde ne le fait pas, il y en a qui laissent les ossatures de murs comme ça sans protection le temps du chantier. Normalement l'OSB résiste assez bien à ce genre de conditions, mais nous ça nous faisait vraiment peur, on n'avait pas du tout envie d'abîmer les matériaux, on voulait que le bois reste bien sain, qu'il n'y ait pas d'humidité à l'intérieur, etc. Donc ça a été un choix qui a parfois été très compliqué à gérer, on va vous en dire un peu plus, mais on regrette pas parce qu'on était quand même plus serein par rapport aux matériaux et à la résistance dans le temps. Le gros problème des bâches, c'est surtout la prise au vent, parce que du coup elles sont tout le temps en train de s'envoler, de s'arracher à un endroit. Quand on les met, il faut vraiment les fixer à plein d'endroits, donc on a eu pas mal de problèmes au départ avec ça parce qu'on les fixait pas assez bien. Et au départ en fait on remettait la bâche tous les soirs, donc quand on avait la dalle tous les soirs on remettait la bâche, donc ça encore ça allait parce que c'était pas trop compliqué, mais dès qu'on a commencé à voir les murs du rez-de-chaussée, bah là c'était beaucoup plus dur d'enlever et de remettre la bâche, de la retendre. Quand on avait que les murs, un autre problème c'est que l'eau elle stagnait au milieu, ça faisait du poids. Donc après on a été obligé de mettre une petite structure à l'intérieur pour faire un petit peu un toit en pente, mais on a quand même eu des soucis. À un moment l'eau s'est infiltrée, il y a eu des centaines de litres d'eau qui sont retrouvés dans la maison, on a été obligé de décoper rapidement. Bref, c'était vraiment la galère. Ouais, parce que la bâche a fini par se déchirer à cause du poids de l'eau, donc il a fallu faire des rustines, enfin c'était vraiment compliqué. Et ensuite quand on a commencé l'étage, on a fait une vraie structure comme il faut, avec les bâches bien fixées, et là on pouvait travailler super facilement sous les bâches. On a pu monter tous les murs de l'étage protégés de la pluie, donc on pouvait bosser même quand il pleuvait. C'était vraiment agréable, mais après il a fallu passer du temps à faire la structure, à la monter puis à la démonter quand il a fallu enlever la bâche pour pouvoir mettre le toit. Donc c'était quand même logistiquement très compliqué, mais on a fait ce choix là et moi je le regrette pas, même si ça a été la vraie galère. Oui, et puis ça avait vraiment le coup de se faire une structure, parce que de mettre tous les soirs la bâche et de l'enlever tous les matins, ça prend vraiment un temps fou, et quand il pleut on peut pas forcément faire ça, donc d'avoir une structure autour un peu plus grande et de pouvoir travailler dessous sans problème, ça nous a gagné quand même pas mal de temps. Et sinon une autre solution, ça serait de construire les murs et la charpente dans un hangar protégé et de venir tout assembler en un jour ou deux sur une période de temps où il fait beau, et comme ça il y a la toiture et tout est protégé et il n'y a plus de soucis par rapport à la météo. Ça les pros ils font comme ça, ils montent tous les murs avec le pare-pluie accroché déjà dessus et tout, et ils viennent en un jour, ils montent les 4 murs, la toiture et tout est protégé. Mais ça c'est assez compliqué à faire logistiquement, il faut la place pour stocker, il faut si on construit pas les murs au même endroit que la maison, il faut les engins pour pouvoir les déplacer entre le lieu de construction et le lieu d'installation. Donc ça demande beaucoup de logistique, beaucoup d'outils et de machines que nous on n'avait pas. Donc du coup on l'a pas fait. On regrette pas d'avoir fait comme ça parce qu'on voit pas trop comment on aurait pu faire autrement. Il y aurait peut-être eu la solution d'acheter une grande tente et de construire les murs juste à côté de la maison, mais bon là aussi ça fait quand même un sacré budget à mettre en plus. Donc voilà pour nos choix pour la protection des matériaux tout au long du chantier. Et maintenant on va vous parler un peu des choix qu'on a fait au niveau de l'ossature de la maison en elle-même.
Déjà, vu qu'on a une dalle bois, on n'avait pas besoin de mettre de lisse basse entre les murs et la dalle. Ça, c'est une spécificité qui est vraiment liée à la dalle bois. Si vous avez une dalle béton, il faut mettre une lisse basse. C'est pas un point très technique, ça n'a pas été un choix difficile à faire, mais c'est vrai qu'il y en a qui se demandent pourquoi on n'a pas de lisse basse. Bah voilà, c'est uniquement pour ça. Après, au niveau des ancrages de l'ossature des murs avec la dalle bois, on a fait quelques erreurs dont on s'est rendu compte plus tard grâce à vos commentaires. Donc on vous remercie, on remercie beaucoup David qui nous a pas mal aidé sur tous ces problèmes d'ancrage, et on a fait une vidéo spécialement dédiée à ça. On va pas y revenir en détail, mais juste pour vous dire rapidement, en gros on a oublié certaines équerres de fixation, notamment aux angles de la maison et près des fenêtres, et on a dû rouvrir les murs pour pouvoir mettre des fixations plus tard, ce qui aurait été plus facile à faire au moment de la construction de l'ossature. Mais voilà, on a pu rattraper notre bourde, donc tout se passe bien pour ce côté-là. Et une autre petite erreur qu'on a fait, qui est pas très très grave, mais si vous le savez, il vaut mieux le faire correctement, c'est que quand on a fixé nos traverses basses des murs avec la dalle bois, on a mis les vis plutôt au milieu entre les montants, alors qu'il vaut mieux les mettre près des montants à chaque fois. C'est plus solide dans le temps. Un choix qu'on a fait aussi, c'est de pas mettre d'entretoise. Certains en mettent pas. Donc nous on a fait par rapport au calcul. Par rapport au calcul, c'était pas indispensable d'en mettre, et on a préféré pas en mettre, même si souvent on préfère rajouter de la sécurité, de la solidité. Pour les entretoises, on a préféré ne pas en mettre parce que en fait ça rajoute un petit pont thermique. Donc c'est pas énorme, mais bon, sur tous les murs de la maison, ça rajoute quand même une surface où il n'y a pas d'isolant. Et on préférait avoir un maximum d'isolant. Et aussi, ça simplifie un petit peu la tâche quand on pose l'isolant, parce que justement, ça fait une découpe en moins à faire. Si on a une entretoise qui traverse à chaque fois la moitié du mur, voilà, ça fait plus de découpe à chaque fois. Après, il y a moyen de placer les entretoises en fonction de la hauteur de l'isolant pour que ça soit pas trop chiant et qu'on n'ait pas à recouper. Mais voilà, nous, dans notre cas, on a préféré pas mettre d'entretoise. Ensuite, au niveau du contreventement, on a fait un choix très spécifique, c'est de mettre le contreventement à l'intérieur de la maison et pas à l'extérieur. Ça, souvent, en France, le contreventement est côté extérieur, mais chez les Allemands, c'est beaucoup plus répandu de mettre le contreventement côté intérieur, et ce choix, on l'a fait parce que ça permet d'avoir des murs perspirants. Donc ça veut dire que la vapeur d'eau qu'on crée en habitant dans la maison, en respirant dans la maison, en faisant cuire des pâtes dans la maison, elle va pouvoir s'évacuer vers l'extérieur de la maison et elle va pas être emprisonnée dans la maison, grâce au fait que le mur est perspirant et que la vapeur d'eau peut traverser les différentes couches pour aller vers l'extérieur. Nous, on trouvait que c'était un élément important à mettre en place parce que pour le confort d'habitation, et vu qu'on a eu cette information dans les livres, on l'a eu assez tôt pour faire tous les plans et prévoir tous les choix techniques après qui en découlaient, mais c'est vrai que c'est pas le plus courant de mettre le contreventement à l'intérieur, et pour l'instant on le regrette pas, même si ça a compliqué un petit peu plus les choses au niveau de l'isolation, on vous en parlera juste après, mais c'est vrai que là pour l'instant on regrette pas le contreventement intérieur. C'est vrai que le fait de mettre l'OSB à l'intérieur ou à l'extérieur, en fait ça va avoir beaucoup d'impact sur plein d'étapes, et par exemple tout simplement le levage des murs. Nous donc on s'était dit pour lever les murs on allait se faire un lève-mur comme beaucoup de gens font, donc voilà, on a pris des plans d'un lève-mur, on s'est fabriqué un lève-mur, et en fait il s'est avéré au final que avec un mur contreventé à l'intérieur, c'est pas tout à fait le même système pour lever, et du coup un lève-mur classique, c'est pas l'outil le plus adapté pour lever les murs. Ouais, donc on a dû le remodifier en plein milieu du chantier au moment de lever les murs, enfin c'était un petit peu galère, et ouais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé que mettre le contreventement à l'intérieur ça poserait autant de modifications sur tout plein d'autres choses. Une autre chose à savoir aussi quand on met le contreventement par l'intérieur, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de frein vapeur du coup, parce que l'OSB joue le rôle de frein vapeur. Mais du coup entre toutes les liaisons des plaques il faut rajouter un scotch. Nous du coup on n'a pas encore posé le frein vapeur comme ça se voit, mais on a fait le choix de mettre quand même un frein vapeur et pas de scotch, parce que au niveau coût déjà le scotch en fait c'est très cher, et que du coup ça fait pas une grosse différence de prix, et que nous on se sentait plus serein de rajouter quand même un frein vapeur par dessus. Par contre personnellement je trouve que c'est moins rassurant de mettre le contreventement côté intérieur tout au long de la construction tant qu'il n'y a pas le bardage et le pare-pluie sur les murs, parce que c'est vrai que quand il pleut ça tombe sur l'OSB s'il est à l'extérieur, et le temps que ça traverse la couche d'OSB on est quand même un peu plus serein, et au final là nos murs ils étaient à nu et il y avait le contreventement qui protégeait juste l'intérieur de la maison, donc c'est une appréhension différente de laisser la mob comme ça, mais vu qu'on avait les bâches, nous on n'a pas eu trop le souci, mais c'est peut-être aussi en partie pour ça qu'on a
a voulu absolument mettre les bâches. Sinon, même si on fait une ossature bois, on n'est pas obligé d'utiliser l'OSB en contreventement, mais nous on trouve vraiment que c'était la solution la plus simple à mettre en œuvre au niveau des calculs et de la façon de le faire. Il y a d'autres techniques, mais nous ça nous semblait vraiment compliqué. On regrette pas du tout d'avoir mis de l'OSB. Au niveau facilité, c'était quand même un gros confort. Oui, en plus, si on calcule bien l'espacement de nos montants par rapport à la largeur des plaques, bah ça va tout seul, on peut mettre les plaques hyper facilement sans découper la largeur, vu que souvent les plaques sont conçues pour aller avec un espacement, un entraxe de 60 sur les montants, et du coup bah ça va vraiment bien imposer, et ouais, il n'y a pas de question à se poser, quoi. D'ailleurs, c'est vraiment important au moment de réfléchir à l'ossature de la maison, de prendre en compte tout ce qui va venir sur l'ossature, donc déjà le contreventement, et puis aussi l'isolation. Si on se débrouille bien, on n'a pas besoin non plus de recouper l'isolant. Il y a des tailles d'isolant qui rentrent parfaitement pour un entraxe qui correspond aussi aux entraxes des plaques d'OSB. Donc voilà, il faut bien réfléchir avant, mais par contre ça fait gagner un temps fou de ne pas avoir tout à redécouper sur le chantier après. Ouais, du coup, en fin de compte, la pose de l'isolant, ça a été hyper facile parce qu'on avait le bon espacement des montants et ça a vachement bien roulé. Nous, on a fait le choix de prendre des montants de 200 pour mettre une isolation de 200 en une fois. C'est ce qui nous semblait le plus pratique. Après, 200, c'est pas forcément la taille la plus courante pour les meubles. Souvent, on trouve 145 ou 220. Mais nous, par rapport à ce qu'on trouvait comme matériaux, les calculs de prix, 200, ça nous paraissait le mieux, donc c'est ce qu'on a pris. Et du coup, au départ, on avait fait le choix de mettre une seule couche d'isolant en 200 et c'est tout. Et finalement, après réflexion, maintenant on se dit qu'on va peut-être rajouter par-dessus une petite couche croisée, donc posée dans l'autre sens, d'isolant, peut-être de 40 mm sûrement. On n'est pas encore absolument décidé là-dessus, on est en train d'y réfléchir, pour en fait rajouter une surcouche d'isolant, donc pour améliorer l'isolation. Et puis aussi pour le fait de croiser, en fait ça recoupe tous les ponts thermiques. Donc tous les ponts thermiques des montants vont être recoupés du fait qu'on va poser l'isolant dans l'autre sens à l'intérieur. Et ça, peut-être qu'on aurait pu faire le choix de faire par exemple une ossature en 145 et puis de remettre une surisolation croisée de 60 à l'intérieur. Voilà. Au départ on s'était dit que c'était plus simple de le faire en une fois, ça faisait pas une double ossature à faire. Et finalement maintenant on se dit qu'on va peut-être le faire. Au niveau de l'isolation, le choix qu'on a fait pour le contreventement côté intérieur, ça a joué aussi sur l'isolant, parce que du coup ça voulait dire qu'il fallait qu'on pose l'isolant par l'extérieur de la maison pour pouvoir l'insérer dans les caissons, vu que par l'intérieur c'est fermé par nos plaques d'OSB. Donc ça veut dire qu'on était super dépendant de la météo au moment de la pose de l'isolant. En plus c'est tombé à peu près au mois d'octobre-novembre, là où il commence à faire un peu mauvais, donc il a fallu qu'on pose directement à la suite le pare-pluie. Donc ça met un petit coup de stress, et en plus on peut pas se dire je finis toute la maison et puis j'isolerai à la fin quand je serai tranquille à l'intérieur. Faut le faire en amont, du coup à cause du contreventement intérieur. Pour le pare-pluie justement, on a fait un choix aussi qui est pas le plus courant, c'est d'utiliser du pare-pluie rigide, donc c'est des petites plaques de fibre de bois compressées qui ont dedans un traitement qui protège de l'eau tout simplement. Et donc ça a la même efficacité en protection à l'eau que du pare-pluie souple, donc qui ressemble plus à une bâche. Mais l'avantage c'est que ça va apporter un complément d'isolation par l'extérieur et que du coup ça va aussi aider à couper tous les ponts thermiques. Comme c'est un matériau qui est pas très répandu, on avait un peu galéré à trouver les éléments qui vont avec ça pour la pose. Par exemple, il y a des petites fixations en plastique qui permettent de faire fixation intermédiaire avant de mettre tous les tasseaux pour bien fixer définitivement. Ça, on savait pas que ça existait, et comme dans les docks, il n'y a pas énormément de docks, on en a pas trouvé du coup pour le chantier, mais ça existe bel et bien, on en trouve facilement sur internet. Et l'autre chose qu'on connaissait pas aussi et qu'on aurait bien aimé trouver au moment où on faisait les travaux, c'est une primaire d'accroche qui permet en fait de plus facilement venir coller des scotch de pare-pluie sur le pare-pluie en fibre de bois, parce que vu que c'est de la fibre, ça s'arrache tout, donc ça colle pas très bien, et avec ça on peut facilement lier des pare-pluis souples et des pare-pluis rigides, et du coup pour tout ce qui est finition dans les angles ou au niveau de la toiture, ça nous aurait été bien utile, mais on a réussi à se débrouiller autrement. Le pare-pluis rigide, c'est un choix qui a quand même fait beaucoup augmenter le budget, parce que comparé au pare-pluis souple, le prix est vraiment beaucoup plus élevé. Mais au final, nous, l'isolation, c'est un point qu'on trouve important. On regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Bon, il faudra voir dans la suite si l'isolation est vraiment performante et si ça va aller coup ou pas, mais pour l'instant, on regrette pas en tout cas. Maintenant, on va passer au choix technique qu'on a fait au niveau des fenêtres. Il y a eu pas mal de questions qui se sont posées par rapport aux fenêtres. Déjà, les fenêtres, c'est un truc qui nous paraissait assez simple à mettre en œuvre. Donc on s'était pas trop renseigné au départ, parce qu'on s'est dit qu'on allait trouver facilement de la doc comment de le faire. Et voilà, on savait à peu près ce qu'il fallait prendre en compte pour l'ossature, les marges, etc. qu'il fallait prendre en compte.
et on ne s'est pas plus posé la question. Et au final, le jour où on s'est retrouvé à commencer à poser les fenêtres, c'est là qu'on a vu qu'il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Et on a perdu pas mal de temps à réfléchir, à trouver les solutions. Du coup, ça nous a amené à faire quelques erreurs qu'on regrette beaucoup aujourd'hui, notamment le fait que quand on a posé les fenêtres, on voulait assurer l'étanchéité à l'air de la maison. Du coup, on a mis le frein vapeur sous la fenêtre pour qu'il aille bien jusqu'à l'extérieur. Donc là, on le voit dépasser autour de la fenêtre. Mais le problème, c'est qu'on a mis le frein vapeur par-dessus le pare-pluie et du coup, il y a un espèce d'effet de capillarité qui se fait. Et quand l'eau arrive à passer sous la bavette, soit parce que y a un petit trou et une fuite, soit parce que y a un problème de condensation, le frein vapeur fait capillarité et hop, ça rentre par l'intérieur du frein vapeur et ça va jusqu'à l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est un choix qu'on regrette très fortement. Après, ça fait un petit effet buvard, ça fait pas non plus rentrer l'eau par centaines de litres à l'intérieur de la maison, mais on voit que ça commence à faire des taches sur le frein vapeur et on n'a pas envie que ça se répande jusqu'à nos finitions intérieures plus tard. Donc on va essayer de trouver une solution à ce niveau-là, on n'en a pas encore, mais bon, c'est sûr qu'on vous en reparlera. Sinon, un autre choix qu'on a fait par rapport aux fenêtres, mais celui-là on l'a fait bien en amont au moment de concevoir la maison, c'est qu'on a mis toutes les fenêtres au sud, sauf celle de la salle de bain parce que au niveau des pièces ça correspondait pas, mais sur tout le reste, toutes les fenêtres sont au sud. Ça permet d'avoir des effets bénéfiques par rapport au bioclimatisme. Donc c'est prendre en compte la course du soleil pour essayer d'avoir un maximum d'apport solaire à toutes les saisons confondues. Donc en hiver, vu que le soleil est bas, il va rentrer plus facilement dans la maison et du coup il chauffera la maison plus facilement que si on avait des fenêtres aux autres façades. Et en plus ça permet d'avoir moins de perte de chaleur parce que sur les autres façades en hiver, au nord par exemple, il fait très froid par rapport à la façade sud et donc si on met les ouvertures au nord, on a beaucoup plus de perte de chaleur. Et nous, comme on a une petite maison, on n'a pas plusieurs pièces dans la largeur de la maison, donc du coup en mettant des fenêtres au sud, toutes nos pièces sont bien éclairées. Sauf pour la salle de bain, c'est pour ça qu'il y a une fenêtre qui est à l'ouest. Alors on a eu beaucoup de commentaires quand on a fait les vidéos sur la pose des fenêtres en nous disant vous avez mis toutes les fenêtres au sud, vous allez cramer l'été. Et donc là on a passé un été avec les fenêtres posées et la température monte pas tant que ça à l'intérieur de la maison. Tout simplement parce que justement en été, quand le soleil tape au plus fort, il est aussi au plus haut et du coup il rentre pas tant que ça dans la maison. On le voit assez bien nous sur les ombres à l'intérieur de la maison, on voit que le soleil pénètre pas, alors que là quand on est plus en hiver, le soleil est beaucoup plus bas et va plus rentrer dans la maison et donc là c'est ce qu'on cherche à ce qu'il chauffe en hiver. Ce qui se fait aussi souvent dans la conception des maisons bioclimatiques, c'est de mettre ce qu'on appelle une casquette au-dessus des fenêtres qui sont au sud et ça va permettre aussi de couper justement le soleil quand il est au sud l'été pour qu'il rentre encore moins dans la maison et justement que ça surchauffe pas et l'hiver quand il est bas il passe sous la casquette et ça rentre. Nous on n'a pas encore de casquette mais vu qu'on va faire la terrasse devant la maison c'est ça qui va faire office de casquette et à l'étage on a notre avancée de toit qui est assez imposante. Une question aussi qu'on s'est posée sur les fenêtres justement par rapport à cet apport de chaleur et la déperdition aussi que ça provoque les fenêtres, c'est la position. Donc soit on peut la mettre complètement au nu intérieur, donc au ras du mur intérieur, soit au nu extérieur, donc à l'extérieur du mur extérieur, soit entre les deux. Alors en fait dans un cas on va maximiser l'apport du soleil parce qu'on va capter plus de soleil si on la met à l'extérieur, donc ça c'est bien pour l'hiver. Par contre c'est un petit peu moins bon pour l'isolation. Et si on la met au nu intérieur, c'est mieux pour l'isolation, mais du coup, on a moins d'apport solaire. Donc du coup, voilà, il faut prendre ça en compte. Nous, du coup, on l'a mis au milieu. Du coup, c'est un petit peu les deux, et on trouve ça pas mal. Après, dans les deux cas, ça va pas faire des différences qui vont être énormes, mais c'est un truc sur lequel on peut réfléchir pour essayer d'optimiser. Maintenant, on va vous parler d'un choix qu'on a fait par rapport aux volets roulants, parce qu'on voulait des volets roulants pour pouvoir gérer au mieux justement le soleil en été, pour pouvoir se cacher de la chaleur. Et du coup, en amont du projet, on a réfléchi à comment on voulait mettre les volets roulants, parce qu'on voulait pas que ça soit moche avec le gros coffre qui est devant la fenêtre et tout. On n'aimait pas trop ça, donc on a essayé de se dire ok, comment on peut planquer le coffre sans que ça nous pourrisse l'isolation au niveau du linteau de la fenêtre, et comment on fait pour que ça soit quand même utilisable et tout. Donc ça, on a pris toutes ces questions-là bien en amont du projet, et on a trouvé une solution pour faire un linteau un petit peu plus haut que la fenêtre. Du coup, on pouvait caler le coffre du volet roulant
roulant entre le bardage et notre isolation, et ça nous permettait d'avoir une solution entre les deux pour avoir une isolation pas trop dégueu au niveau du linteau et avoir les coffres quand même cachés. Ce choix-là, il nous a posé pas mal de problèmes parce qu'au moment de construire les murs, il fallait qu'on sache la taille de nos coffres pour prendre un peu de marge, pour être sûr de pouvoir les passer, etc. Et jusqu'au dernier moment, au moment de poser les volets, et ben tout était déjà fait, donc si ça se trouve, on aurait pu se retrouver un peu dans la merde et de pas pouvoir passer le coffre et d'avoir un trou derrière le bardage qui sert à rien. Au final, ça s'est bien déroulé, on a réussi à passer tous les coffres, il n'y a pas eu de soucis, on a bien géré les mesures et tout. Par contre, il y a eu quelques problématiques, notamment sur le fait qu'on rehaussait le linteau de la fenêtre. Donc déjà le linteau, ça prend de la place pour les reprises de charge et tout ça. Et en plus avec l'épaisseur du volet roulant, de la hauteur du coffre, ça rehaussait tout ça. Et donc il y a certaines fenêtres où si on faisait comme on avait prévu au départ, on dépassait de la hauteur du mur pour pouvoir faire le linteau plus le coffre. Donc du coup on a dû redéplacer les fenêtres un peu plus vers le bas et du coup ça passait. Mais voilà, faut vraiment se poser les questions bien en amont parce que il y a des fois où ça peut poser des problèmes qu'on n'imaginerait même pas. Et au final on est très content d'avoir fait ce choix-là, même si ça a été un peu technique et très difficile à mettre en œuvre, on est super content du rendu. Un autre point qui nous a posé quelques questions et qui nous a réservé quelques surprises, c'est la mezzanine. Nous, on a choisi de faire un plancher plateforme, c'est-à-dire que le plancher est posé sur les murs du rez-de-chaussée et ensuite que les murs de l'étage reposent sur le plancher. L'avantage de ça, nous, c'est qu'on trouvait ça hyper solide, c'est très rassurant parce que le poids est repris directement par les murs. Sinon, notre solution classique, c'est de faire une muraillère, mais nous, ça nous paraissait un petit peu moins solide. Mais ce qu'on n'avait pas pris en compte dans cette solution-là, c'est que du coup, ça rehausse quand même un petit peu les murs par rapport à une solution en muraillère. Et du coup, ça nous fait une impression de hauteur vraiment importante. Et au final, donc on a une hauteur sous plafond qui est assez importante et on aurait pu la réduire sans que ça pose de problème. Voilà, au niveau de la sensation qu'on a, on se serait pas senti écrasé dans une petite pièce, même si on avait descendu encore de 20 cm notre plafond. Mais au final, on n'est pas non plus déçu qu'on ait une belle hauteur sous plafond, c'est même plutôt agréable. Donc c'était une erreur parce qu'on l'avait pas trop vu venir, mais on n'est pas déçu que ce soit arrivé. Au niveau des solives de la mezzanine, on les a accrochés à une grosse poutre maîtresse avec des sabots invisibles. Ça c'est parce qu'on ne sentait pas trop de faire des queues d'aronde à l'époque où on avait fait le plancher de la mezzanine. Au final, je pense qu'on aurait réussi à les faire, mais les sabots invisibles, ça nous a quand même pas mal dépanné et le rendu est vraiment impeccable. On voit pas du tout comment les poutres sont fixées, il n'y a pas de liaison dégueu. On voulait pas que les fixations soient visibles vu qu'on veut laisser les poutres apparentes. Et du coup, les sabots invisibles, c'est vraiment beau, mais par contre, c'est hyper cher. Et en plus, ça a été quand même galère à mettre en place. Donc du coup, les queues d'aronde, ça aurait été bien. Et le gros inconvénient de faire une mezzanine dont on s'était pas rendu compte au départ, mais on s'en est vite aperçu, c'est que du coup, la partie qui est dans le vide, ça fait une hauteur entre le sol et le plafond qui est très importante. Nous, on a à peu près 5-6 mètres au plus haut. Et du coup, ça veut dire que pour aller travailler, pour finir la maison, on doit monter à 6 mètres de haut. Donc ça veut dire qu'il faut mettre un échafaudage. Et c'est vraiment pas pratique d'avoir un échafaudage à l'intérieur de la maison qu'il faut déplacer suivant comment on se déplace. Et en plus, nous, comme on a un toit monopente, au moment où on est le plus haut, donc il faut qu'on mette toutes les rehausses de l'échafaudage. Il faut qu'on en enlève une partie quand on travaille du côté le plus bas. Donc c'est très chronophage de travailler comme ça. Et on s'en est rendu compte quand on a fait l'isolation du toit par l'intérieur. On a, entre la partie sur la mezzanine et la partie vide de mezzanine, on a mis énormément plus de temps. Alors que si on avait eu un plancher d'étage sur tout l'étage, en fait on aurait pu travailler à hauteur d'homme avec des escabeaux et ça aurait été vachement plus pratique. Et du coup c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire un plancher provisoire qui est posé sur la mezzanine d'un côté et sur une passerelle qu'on fera plus tard de l'autre. Et comme ça, on a un faux étage complet qui va dégager à la fin du chantier, comme ça on pourra profiter de la belle hauteur sous plafond que nous offre la mezzanine et qu'on voulait par rapport au confort de vie et qu'on trouve ça vraiment chouette la mezzanine. Mais pendant le chantier, on peut profiter d'un étage complet pour nous faciliter la vie. Ouais, donc il faut, ça aussi c'est un truc qu'on peut penser en amont et se dire que si on a des parties qui sont un peu difficiles d'accès en hauteur, ça peut valoir le coup de se faire des structures temporaires ou de trouver des solutions pour gagner du temps ensuite quand on travaille sur cette partie-là. On a
arrive au dernier point de la maison sur lesquels on a dû faire des choix techniques qui sont pas forcément communs aux autres constructions, c'est au niveau de la toiture. Déjà nous on a choisi de faire un toit monopente, souvent on fait des toits à 2 pans. Nous on pensait que ce serait plus simple à faire et au final c'est vrai que c'est pas très compliqué parce qu'on met les grosses solives et au final c'est comme un plancher mais un peu en biais. Par contre on trouve beaucoup moins de documentation sur les toits monopans que sur les toits à 2 pans vu que c'est ce qui est le plus courant. Donc on a un peu galéré sur certaines parties du toit parce qu'il y avait très peu de doc sur les finitions notamment. Il a fallu un peu qu'on se débrouille par nous-mêmes et c'était finalement peut-être pas le meilleur choix par rapport à la simplicité de mise en œuvre en tout cas. Par exemple il y a le fait que comme on a une pente d'un côté, pour le poser sur les murs, l'idéal c'est que les murs soient aussi en biais, donc avec la même inclinaison que le toit, du coup que ça se pose bien, les forces descendent bien, les charges descendent bien. Mais ça c'est un truc qu'on a eu beaucoup de mal à trouver. C'est un de nos abonnés qui nous a donné le conseil de couper nos montants directement avec la même pente que le toit, comme ça après on met la lisse de chaînage et la traverse haute et la lisse de chaînage aussi en pente, et du coup c'est facile à faire. Mais ça on s'était rendu compte du problème sur la cabane, et au final on n'a pas trouvé d'infos sur internet. On a eu la chance d'avoir un abonné qui nous donne cette astuce. Il y a pas mal de petites choses comme ça, des spécificités du toit monopente, où on va avoir beaucoup de mal à trouver des infos et des solutions. Mais nous, de toute façon, c'est pas un regret d'avoir fait le toit monopente parce que y a plusieurs facteurs qui nous ont fait choisir ça. Déjà, ça nous permettait d'avoir plus de volume au niveau de la mezzanine parce qu'avec un toit monopente, du coup, la pente, elle est que d'un côté et on a une hauteur sous plafond intéressante de l'autre côté. Et du coup, ça nous permet de mettre l'escalier, de pouvoir monter d'un côté et pas en plein milieu de la pièce pour pouvoir être debout. Ça, c'était un truc qu'on voulait vraiment être à l'aise quand même dans la mezzanine et pas être comme ça tout le temps. Et vraiment ça nous permet d'avoir beaucoup plus de volume que si on avait fait un toit à 2 pans. Alors dans l'idée aussi d'avoir un maximum de hauteur sous plafond et d'avoir le moins de pertes possible en termes de volume, on a fait une pente qui était pas hyper importante pour pas se retrouver d'un côté avec 30 cm et de l'autre 1,80 m. L'inconvénient de ça c'est pour la récupération de l'eau de pluie. Du coup on va récupérer un petit peu moins d'eau de pluie et nous comme on a un projet à terme d'autonomie, ça nous embêtait un petit peu, mais bon on a dû faire des arbitrages et prendre des décisions, donc on a fait le choix d'avoir quand même de la place à l'intérieur et on trouvera des solutions pour récupérer de la pluie si jamais ça pose problème ce choix là. Un autre truc qui est un gros inconvénient par rapport à la faible pente, c'est que du coup on a dû mettre 2 pare-pluies parce que le pare-pluie rigide il convient pas si la pente est inférieure à 15 degrés je crois, et nous on était juste à la limite, donc du coup on a dû mettre un pare-pluie rigide plus un pare-pluie souple et ça a été une galère à poser parce que du coup on pouvait pas fixer le pare-pluie rigide avec les lattes puis le pare-pluie souple par-dessus parce qu'il fallait que les deux soient bien mis correctement et fixés ensemble. Donc on avait fini de poser le pare-pluie rigide, ça s'est envolé avant qu'on ait le temps de mettre le pare-pluie souple et de mettre les lattes, enfin c'était la galère. Mais si on avait trouvé les petites fixations en plastique, je pense qu'on aurait beaucoup moins galéré pour poser le pare-pluie rigide puis le pare-pluie souple. Et le fait de devoir mettre 2 pare-pluis parce qu'on a une faible pente, ça clairement si on avait su à l'avance la limite de la pente, on aurait peut-être pu la prendre en compte et puis du coup faire une pente juste un tout petit peu plus importante et nous éviter de devoir mettre 2 pare-pluis. Alors sinon il y a aussi une autre solution si on n'avait pas de pare-pluis, c'est de mettre donc sur les dalles de pare-pluis rigides, de les coller avec du latex ou enfin un produit exprès, mais c'est des cartouches, c'est hyper cher et nous ça nous revenait moins cher d'acheter du pare-pluis souple et d'en remettre une couche par dessus plutôt que d'acheter toutes ces cartouches là et de passer un temps fou à en mettre dans toutes les rainures, dans toutes les languettes et de tout mettre ça ensemble. Par rapport aux différentes erreurs qu'on a fait, notamment dues à la hauteur de la mezzanine qui nous a fait prendre un peu plus de hauteur et les plots, on se rendait pas compte qu'ils allaient être si hauts par rapport au terrain, on se retrouvait avec une toiture hyper haute par rapport au sol. Et ça a été vraiment super galère pour nous parce que on n'aime ni l'un ni l'autre travailler en hauteur, on est un peu froussard par rapport au vide. En plus, on perd forcément plus de temps quand il faut travailler en hauteur parce qu'il faut descendre, monter sans arrêt. Et c'est vrai que ça a été une erreur dans le sens où on l'avait pas du tout vu venir que ça serait si haut notre fêtage et donc on n'était pas du tout préparé à ça. Oui, même si sur les plans, on avait bien la hauteur définitive. On se rendait pas compte de ce que ça représentait, 7 mètres sur un plan et 7 mètres quand on est en haut en train de travailler, ça n'a rien à voir. Et voilà, ça c'est vrai qu'on s'en était pas du tout rendu compte. Et donc déjà c'est un peu difficile pour nous parce que on a peur du vide et on n'est pas du tout à l'aise, mais fallait bien le faire quand même.
Et en plus, ça nous a beaucoup ralenti parce que comme on est moins à l'aise, bah, on va moins vite, on prend plus de temps. Donc bah, nous, on s'accrochait et tout. Donc à chaque fois, on vérifiait qu'on était bien accroché. Donc c'est pareil, ça perd du temps, etc. Et donc au final, c'était aussi dur parce qu'on avançait très doucement. Donc déjà, c'était pas agréable. En plus, ça avançait doucement. Donc ça, on aurait bien aimé être au courant des départs, que ça va être une étape galère, ça nous aurait sûrement aidé à la passer. Oui, puis on aurait pu faire quelques choix différents pour gagner quelques centimètres, puis au bout du compte avoir 1 mètre de moins. Et c'est vrai qu'au final, entre le fêtage et le bas du toit, il doit y avoir 1,50 m de différence, mais on les ressent vachement quand on est au-dessus de l'échelle. Et ouais, ça aurait été plus facile si on avait été descendu de 1,50 m. Et clairement, si on devait recommencer le projet aujourd'hui, on se poserait beaucoup plus la question de faire une maison de plein pied pour déjà gagner énormément de temps sur la construction, être beaucoup plus à l'aise et du coup prendre un peu plus de plaisir aussi sur toutes les parties et être moins en galère. Après peut-être que du coup on choisirait quand même de faire la mezzanine parce que ça a quand même des avantages. Au niveau des déperditions thermiques aussi, c'est plus intéressant d'avoir un volume regroupé plutôt qu'un truc plus étalé. Donc peut-être qu'on ferait la même chose, mais en tout cas on réfléchirait différemment et on passerait plus de temps à se poser cette question-là. Voilà pour tous les choix techniques qu'on a fait pour la construction de notre mob et les différentes erreurs qu'on a pu faire. En gros, pour résumer, les 2 grosses erreurs qu'on regrette encore aujourd'hui, c'est le fait de ne pas avoir mis les équerres pour l'arrachement des murs. Ça, heureusement, grâce à David, on a pu le régler relativement facilement, même si ça nous a demandé de redémonter des trucs et que c'était chiant sur le moment, mais au moins maintenant, on dort sur nos 2 oreilles. Et la deuxième grosse erreur, c'est le frein vapeur au niveau des fenêtres, qu'on aurait clairement dû faire autrement. Et ça, on va chercher une solution. D'ailleurs, si vous avez des idées, mettez-nous en commentaire. Mais on va bien finir par réussir à le résoudre. Après, il y a plein de petites choses qu'on aurait pu mieux faire. Et c'est pour ça qu'on vous invite aussi à aller voir les commentaires. Parce qu'il y a plein de conseils sur des petites astuces, des petits trucs qu'on aurait pu faire différemment pour gagner un petit peu en solidité, en rapidité ou autre. Mais globalement, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas l'impression, à part les 2 grosses erreurs là, on n'a pas l'impression d'avoir fait des grosses erreurs. Donc on est plutôt content. Puis on espère que dans le temps, on va pas découvrir des nouvelles erreurs. En tout cas, on vous remercie encore une fois de nous laisser des commentaires quand vous voyez des petites erreurs qu'on fait par-ci par-là dans les vidéos. C'est super enrichissant pour nous et pour les gens qui regardent les vidéos. Et puis on vous remercie aussi d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Et si ça vous intéresse, on va vous mettre le plan de la vidéo, vu qu'elle est un petit peu longue, on va vous le mettre sur le blog. Comme ça vous pourrez retrouver les grandes idées qu'on a explorées dans la vidéo sans vous retaper l'entièreté de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, on vous dit à bientôt les pingouins. Attends, j'ai mal à la gorge. Oh, le... J'aurais dû prendre une cuillère de miel dedans. Le fait que ce soit... Ah, mais j'ai super mal à la gorge. Ok. Le renard est de retour. Allez, je recommence. C'est bon ? Ouais. Je vais pas y arriver. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour nous encourager. On remercie tous les tipeurs qui nous aident à améliorer les vidéos. Si vous aussi voulez soutenir la chaîne, on vous laisse aller voir la page Tipeee. Et si vous avez encore un peu de temps après tout ça, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre blog où on poste plein de photos du chantier et des infos complémentaires.